J'ai été un des premiers à poser un des problèmes essentiels qui est, par rapport à la courbe de Ricci, qui consiste à voir la courbe de Ricci comme une espèce de variable dynamique, quelque chose qui permet de définir une dynamique d'évolution des métriques. Et ça, c'est devenu aujourd'hui un outil absolument central qui apparaît dans beaucoup de sujets, y compris dans des sujets non géométriques, qui sont des sujets purement topologiques. Mais bien entendu, il a fallu, pour transformer cette préoccupation, ou cette façon d'aborder les questions, il a fallu que des gens trouvent les théorèmes mathématiques qui font qu'on ne fait pas que poser le cadre, mais on développe les outils qui permettent d'aller jusqu'au bout. Et bien pour moi, si je dois m'adresser à des spécialistes, la question que je vais leur dire, c'est que ma frustration depuis le début, en tout cas depuis quand même pas mal de temps, est le fait que la courbe de Ricci, dont on a une définition analytique absolument satisfaisante, qui permet de travailler avec elle sans aucune difficulté, je pense qu'on n'a toujours pas la bonne définition. Ça veut dire que, d'une certaine façon, on sait ce que c'est, mais on ne sait pas au fond ce que c'est. Et pour les mathématiciens, c'est une différence extrêmement essentielle. Beaucoup d'objets mathématiques sont apparus dans l'histoire des mathématiques, mais très souvent, on a mis du temps à comprendre leur rôle vraiment profond. À mes collègues spécialistes, je leur dis, on ne peut pas se satisfaire de l'état actuel des choses concernant la courbe de Ricci, et la définition qu'on en a, à mon avis, d'une certaine façon, cache une vraie définition beaucoup plus profonde qui permettra de comprendre beaucoup mieux pourquoi cet objet est si important. J'estime des phénomènes. Donc, par exemple, actuellement, j'estime la consommation journalière de l'électricité nationale pour savoir comment on peut la prévoir, parce que l'électricité, ça ne se stocke pas. Donc, il faut être capable que les RTE, qui est une entreprise qui gère le transport de l'électricité en France, puissent savoir à peu près à tous les moments, toutes les heures du jour et de la nuit, quelle va être à peu près la consommation. Et donc, on fait un travail de recherche pour essayer d'améliorer la prévision de cette consommation. Ça fait très longtemps que les gens utilisent les mathématiques pour prévoir la prévision de consommation. Et il se trouve qu'en ce moment, on a des méthodes qui sont des méthodes qu'on appelle des méthodes de grande dimension, donc qui font intervenir beaucoup de paramètres et qui sont des cocottes-minutes, qui savent très très bien faire bouillir tous ces paramètres en même temps, et donc qui ont un peu amené une façon différente de penser dans la prévision de la consommation électrique. Je travaille essentiellement sur les problèmes de ce qu'on appelle de sparsité, ce qui est un mot un peu du franglais. En fait, ça s'appelle parcimonie en français, mais on n'en parle pas trop, on n'appelle pas ça comme ça. Et la sparsité, ça veut dire qu'on considère qu'énormément de phénomènes sont en fait, si on se débrouille bien, résumables à très peu de paramètres. Simplement, on part d'énormément de paramètres et le but, c'est d'arriver à quantifier un phénomène raisonnablement avec très peu de paramètres. La géométrie de l'espace-temps, où en fait c'est comme la géométrie un peu classique. Donc chacun, j'imagine, a déjà ses représentations de la géométrie classique, outre celles qui sont inculquées à l'école, aussi. Et où en fait on intègre la dimension du temps, où ça change les choses. C'est-à-dire que dans ce point de vue, les trajectoires qu'on va vraiment regarder, qui vont être pertinentes, sur lesquelles on va s'intéresser vraiment, ce ne sont pas n'importe quelle trajectoire de l'espace, mais elles sont astreintes à rester dans j'ai envie de dire un cône, je ne sais pas trop si c'est c'est langage visuel, mais dans un cône de direction en fait. Hein, donc on ne peut pas aller... il y a une sorte d'angle solide de direction permise et on ne va pas aller en dehors, quoi. C'est pas ce qui va être pertinent. Donc c'est cette dimension-là qui est en plus dans la géométrie. Et dans ces espaces-temps-là qu'on regarde, en fait, il se trouve que quand on va vers le passé, quand on remonte le temps en quelque sorte, ces trajectoires vont forcément, à un temps fini, rencontrer quelque chose une frontière, un moment où la géométrie n'existe plus, qui était justement cette courbe que j'ai dessinée sur le papier tout à l'heure, et qui en tant que tel est un objet, ce lieu est un objet géométrique intéressant à étudier, c'est ce que je fais
soit M, un espace-temps plat, globalement hyperbolique, spatialement compact, maximal, soit, alors pour toute fonction de temps quasi-concave, c'est-à-dire dans les niveaux sans convexe, que la limite, les niveaux du temps équipés de leur métrique induite convergent en temps vers 0, au sens de grand morphique invariant, vers un espace métrique 4,0. De plus, cette limite est indépendante du temps quasi-concave.